Yes, bonjour, bienvenue sur Mattelweb et sur le vlog de mattelweb.com. Donc moi c'est Christophe, vous pouvez m'appeler Matt, m'appeler Christophe, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Vlog... attends, comment ça... J'avais pris quoi comme nom? C'était... Matt Into the Forest. Ah oui, Matt Into the Forest. Alors, je sais pas s'il va le garder, mais c'est à cause de lui en fait. Je vous le montre. Voilà, c'est lui, c'est à cause de lui. Il s'appelle Henry David Thoreau. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il est parti dans la forêt à un moment donné, il a écrit un livre. Ça s'appelle Walden Into the Forest. Et donc voilà. Aller au fond de la forêt, finalement, c'est ce qui me semblait le plus propice pour moi, au vu de ce qui nous arrive. Parce que je vous garantis que commencer un vlog, en fait, alors que nous sommes à la limite, à la frontière de rentrer dans une troisième guerre mondiale, il faut il faut y croire. Donc, ah oui, je précise, hein, Mattelweb à voir sur internet, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette carte? En fait, si vous regardez bien cette carte, c'est mon point de vue, hein, c'est un point de vue personnel, il n'y a pas de problème, je l'assume, mais j'ai l'impression que depuis le printemps 2020, une vague de brume a envahi cette carte. Et voyez-vous, c'est pas... c'est pas une brume naturelle. C'est une brume qui a envahi les esprits. Je vais parler par énigme. Et... nous devons prendre conscience que dans cette brume est propice aux crimes et aux assassins. Donc voilà, elle s'est répandue depuis le printemps 2020 et aujourd'hui encore elle est là, cette brume opaque. Et vraiment, il faut garder à l'esprit elle sert vraiment les assassins aujourd'hui, parce que des crimes peuvent être commis sans qu'on comprenne trop pourquoi, pour qui, par qui ils ont été commis. Voilà, donc nous allons nous intéresser à ce petit monde. Alors, je pense que les mois à venir vont me donner l'occasion de vraiment me faire plaisir, parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses étonnantes, vraiment. Si vous voulez du sensationnel, je pense que vous allez être servi dans les mois à venir. Vraiment, je vous assure que ce monde va bouger comme jamais il a bougé. J'en ai l'intime conviction. Pour ce numéro, je vais vous montrer des graphiques, des cartes, qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Et voilà, les deux premières cartes que je vais vous montrer sont relatives aux deux guerres qui sont actuellement qui ont cours actuellement dans le monde, deux principales guerres. La première, voilà, c'est... je ne vais pas les commenter en fait, je vous montre les cartes, je vous montre cette carte. Je dirais juste, simple commentaire, vraiment j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans trop, mais il y a une histoire à toute chose. Et les choses n'ont pas commencé hier. Il faut, pour comprendre les situations face auxquelles nous sommes, il faut
souvent remonter des dizaines d'années, parfois des centaines d'années en arrière. Bon, voilà. Je vous montre ces deux cartes, donc. Voici la première. Et voici la seconde. Alors, par contre, la troisième carte, je vais un peu vous la commenter. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais c'est une révolution, ce qui est en train de se passer avec les BRICS. Alors, les BRICS, c'est un regroupement de pays qui, on va dire, essayent d'installer de nouvelles règles à la surface de cette planète, en opposition aux règles qui ont été installées par l'Amérique depuis pas mal de temps. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que ça signifie, ce qui est en train de se passer, mais ce serait... enfin, voilà. Je pense qu'on peut imaginer que ça va avoir des répercussions ça a des répercussions et ça va avoir des répercussions très très importantes sur la géopolitique mondiale. Et sur donc ce qui va nous arriver à tous dans les prochaines années. Alors après, je vous montre cette image. Voilà, ça m'a fait bien sourire quand même quand je l'ai vu, celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai trouvé sur internet, j'arrive pas à voir quel journal a pu on a le nom du Thomas Messia, le nom du journaliste. Donc voilà. Vaccin contre le Covid, plus il vous fait souffrir, mieux c'est. C'est quand même pas mal déjà ça. Des effets secondaires carabinés indiquent une protection particulièrement efficace. Alors, voilà. Je crois que tout est dit. Alors là maintenant on va aborder quelque chose qui est un peu plus surprenant. Et un peu plus grave. C'est qu'actuellement, dans tous les pays occidentaux, on constate une surmortalité des personnes. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc, en France, on peut pas avoir... il y a des chiffres qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, il y a une surmortalité. En France, pareil, comme dans tous les autres pays occidentaux. Et en France, on ne peut pas... Il y a une chose qu'on ne peut pas avoir, c'est la différence entre les personnes vaccinées et surmortalité chez les personnes vaccinées et chez les personnes non vaccinées. Ça, on ne peut pas l'avoir, cette info-là. Mais par contre, on peut l'avoir en Angleterre. Donc voilà, je vous montre ce graphique. Étonnant. Mais nos pays occidentaux, depuis 2021, connaissent une baisse, entre autres, des naissances. Alors, soit par surmortalité, soit alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, pour l'instant, je vais en rester juste à ce titre. Il y a une augmentation. La mortalité des nouveau-nés vulnérables est excessive en France, selon le rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette surmortalité, on la retrouve pareil dans tous les pays occidentaux. Hop. Voilà. Et ça, c'est le dernier graphique que je voulais vous montrer. Alors, juste avant, pour faire avant celui-là, je voulais dire sur la surmortalité qu'on constate un peu partout en Occident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2021 dans notre vie qui pourrait être la cause de cette surmortalité? Je pose la question. Je pose juste la question, mais je pense qu'il faut se la poser. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, si vous voulez.
je précise. J'entends le mot complotiste. Alors c'est un mot qui me dérange énormément parce qu'il ne veut strictement rien dire. Et les personnes qui emploient ce mot, un peu pour des abrutis quand même. Parce que alors, moi complotiste, on entend gens qui pensent que la Terre est plate. Je vous rassure, je suis certain qu'elle est ronde, enfin que c'est une boule. Complotiste, on entend aussi des personnes qui pensent que le roi Charles III ou Mark Zuckerberg est un lézard. Alors, écoutez, je ne peux pas être sûr, je ne les connais pas personnellement, mais ça me paraît peu probable. Et jamais je n'irai pour l'instant dans ce sens. En tout cas, tant qu'on n'ait pas les preuves, là, je serais surpris quand même. Quant à dire que les complotistes sont des gens qui pensent qu'il y a un complot mondial, par exemple, mondial, je ne sais pas, mais en tout cas, utiliser ce terme dans ce cadre-là, ce cadre précis, qu'il y aurait un complot quelque part, c'est la chose la plus stupide qui soit, parce que c'est avoir une méconnaissance totale, mais totale, de l'histoire du monde. Parce qu'en fait, si vous ouvrez n'importe quel bouquin d'histoire, mais n'importe quel bouquin d'histoire, des complots, vous en trouvez tout au long de l'histoire du monde. C'est même la base. Ce monde s'est créé grâce à des petits complots, que ce soit les Médicis, que ce soit... Enfin, on en trouve partout des complots. Donc, voilà. Traiter de complotiste quelqu'un qui penserait qu'il peut y avoir des complots dans le monde, c'est la chose la plus stupide qui soit. Voilà. Je voulais faire cette petite mise au point. Alors je vais vous montrer ces deux derniers graphiques maintenant, et après on s'arrêtera, je vous laisserai faire. Et là il m'interroge. Vous le voyez, c'est donc comparaison entre la surmortalité en EHPAD et la consommation de Rivotril injectable. Donc les données sont brutes, bon, visiblement c'est des données fiables. Et je m'arrêterai là parce qu'en fait, j'aimerais qu'on m'explique. Parce que quand on regarde ces deux graphiques, donc celui-là c'est décès par Covid-19 en EHPAD, avec les décrets, celui entre autres qui correspond au Rivotril. Et donc la ligne noire, c'est les décès. Donc on injecte du Rivotril et les gens meurent. Et ça dure un petit moment quand même. J'aimerais vraiment qu'on m'explique ces deux graphiques. Alors, des personnes m'ont expliqué, donc peut-être je vous montrerai leur vidéo une prochaine fois. Mais je voulais vous soumettre ça. Parce que ça, entre autres, là, ce qu'on voit, c'est... entre autres, par rapport au Rivotril, c'est... je sais pas comment on pourrait dire. Hein. Comment on pourrait le... Quand on voit ces deux graphiques... on a exterminé les vieux en EHPAD en 2020, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? On les a tués? Aujourd'hui, j'avais envie de réfléchir avec vous sur ce moment très spécifique de cette période de l'année. Je veux parler de la transition entre octobre et novembre, de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, plus exactement. Non, je ne vous parle pas d'Halloween, quoique. Non, j'avais envie d'aller chercher du côté de la symbolique. Pourquoi attache-t-on, depuis des temps immémoriaux, cette période de l'année à fêter les morts? En Europe, par exemple, si je remonte dans le temps, avant la christianisation, je vais trouver la fête païenne de Samhain.
Pour les peuples celtes, l'année se divisait en 2 saisons, la saison claire et la saison sombre, et la fête de Samhain marquait le passage de la saison claire à la saison sombre. C'était leur jour de l'an en quelque sorte, car Samhain marquait le début d'une nouvelle année. D'une certaine manière, ils avaient dans leur esprit ramené une année à une journée, et Samhain marquait l'arrivée de la nuit. Peu de témoignages nous sont parvenus sur le déroulé précis de cette fête. Mais nous pouvons en déduire que les foires d'automne que nous trouvons encore aujourd'hui dans nos villes en sont les héritières. Mais cette fête ne revêtait évidemment pas qu'un caractère commercial, le sacré intervenait et cela relevait des druides. La nuit centrale de la fête de Samhain est une nuit de pleine lune. La fête de Samhain durait à peu près 7 jours. Et au milieu de ces 7 jours, le 4e jour donc, tombait le soir de la pleine lune de fin octobre. Et cette nuit-là, les esprits des morts pouvaient revenir visiter les vivants. La fête de Samhain représente le point de rencontre entre ces deux mondes. Un jour suspendu entre l'ancienne année et la nouvelle. Et dans cet espace-temps-là, la frontière entre les deux mondes s'ouvrait. Les morts pouvaient venir l'espace d'une nuit dans le monde des vivants. Ces derniers ne redoutant qu'une chose, que l'esprit du mort ne soit pas en paix. Là, vous vous demandez peut-être, mais il va venir où là? J'y arrive. Cette nuit-là, ce soir, c'est la pleine lune de Samhain. Les portes de l'autre monde vont s'ouvrir. Vous croyez que nos morts sont en paix? Alors je m'excuse, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2023 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Cette révolution technologique est devenue accessible au plus grand public depuis 1 an maintenant et cela a littéralement envahi nos sociétés. Une bonne partie de ce que vous lisez dans les journaux, des images qui inondent nos réseaux sociaux, sont issues de l'IA. Beaucoup d'entreprises ont d'ores et déjà basé leur stratégie sur les modèles de l'IA. Tous les cabinets de conseil travaillent déjà avec des IA, ce qui signifie que l'intelligence artificielle commence déjà à s'inscrire dans la gouvernance de nos pays. Cela en fait l'invention la plus révolutionnaire depuis la découverte de l'atome. Et comme l'atome peut permettre de sauver des vies ou me fournir de l'énergie pour me chauffer l'hiver, il peut aussi vitrifier toute la planète. Eh bien l'IA, c'est pareil. C'est la promesse de découvertes inimaginables et inestimables pour l'humanité, mais c'est aussi la possibilité d'un asservissement de lui-même par la machine. En gardant à l'esprit que derrière toute machine, vous trouverez un concepteur humain, et donc possiblement une idéologie nuisible à l'humanité. Mais ce qui m'étonne le plus avec l'arrivée de l'IA, c'est l'incapacité de nos sociétés à anticiper un problème majeur que va poser l'intelligence artificielle, c'est le nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous reparler de l'intelligence artificielle. Chez Mattelweb, nous le pratiquons tous les jours. Ceci dit, dans cette spirale infernale de guerre et de mort dans laquelle le monde entier semble engouffré, face à ces psychopathes au pouvoir, ces va-t-en-guerre d'opérette qui envoient à la mort d'un trait de plume tant d'humains, face à cet impératif d'abandonner nos pulsions destructrices héritées de notre âge, et je veux dire par là un détail important, quelque chose d'important, c'est que c'est le fondement de notre humanité, on ne touche pas aux enfants. Pour moi, quelqu'un qui tue un enfant, c'est la définition même du monstre. Mais face à tout ça, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous rendre plus sages. En ce moment, tout le monde semble n'avoir qu'un seul mot sur les lèvres, le mot guerre. Certains même évoquent l'apocalypse des Écritures. L'ombre d'une 3e guerre mondiale se profile. Mais si guerre mondiale il y avait, ce serait qui contre qui ? Voyons, d'un côté, il y aurait les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Europe, bien sûr, et certainement l'Australie. Tout ça contre le reste du monde.
C'est-à-dire, pour être plus précis, 1 milliard d'individus contre 7 milliards d'individus. Vous êtes sérieux là? Au risque de faire de la géopolitique de comptoir, il faut comprendre une chose. L'économie américaine est au plus mal actuellement. Les États-Unis est un monstre affamé d'énergie. Son économie la plus en forme est celle de l'armement. Oui, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Pour survivre aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'entretenir des guerres à la surface de cette planète. Ce n'est pas du complotisme et ce n'est un secret pour personne, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir. Il y a un autre aspect dans notre futur proche qu'il nous faut prendre en compte. Ils sont plusieurs économistes, actuellement, de tous bords, qui alertent depuis plusieurs mois sur Internet sur un prochain krach boursier de très grande ampleur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul signe que quelque chose se prépare. L'achat de grandes quantités d'or actuellement par les banques centrales est un signe signifiant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons un troisième problème. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, j'apprends que l'Islande déclare l'état d'urgence en raison d'une menace d'éruption volcanique, après 1400 tremblements de terre en 24 heures. Il est là notre troisième problème, non pas en Islande en particulier, mais par le fait que nous devons prendre en compte un paramètre très important et qui est extérieur à nos propres choix. La Terre et tout l'univers qui nous entoure n'est pas immobile. C'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Là, vous vous dites, le con, il vient de réveiller mon éco-anxiété. Non, le vlog de Mathelweb n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous transmettre de l'espoir, au contraire. Mais le socle de l'espoir doit être la réalité, pas le mensonge. La réalité est l'ami de la vérité et le mensonge en est jaloux. Une révolution géopolitique est en cours actuellement sur notre planète. La transformation de nos sociétés ne va pas se faire sans douleur, c'est certain. Que ces transformations soient bonnes ou mauvaises, malheureusement ou heureusement, nos vies sont trop courtes pour en juger. Les forces en œuvre actuellement nous dépassent totalement. C'est l'histoire du monde qui s'écrit sous nos yeux. C'est possible que nous vivions une forme d'apocalypse. Il faut comprendre ce mot dans son sens premier, la révélation. Oui, l'humanité est en train de grandir. Oui, comme toute entité qui se transforme, il y aura des sacrifices à faire. Mais l'apocalypse n'a jamais signifié la fin de l'histoire. Tout ce que je viens de vous dire précédemment, vous, moi, n'avons aucune prise sur ces événements. Nous les subirons ensemble. La voix de la sagesse nous intime le lâcher-prise. Je finirai sur une note optimiste. Après ce coup de folie mondial que représente la période du Covid, beaucoup, dont votre serviteur, se sont mis à se poser des questions sur des sujets qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir à y réfléchir. Et le nombre de personnes qui se mettent en quête de réponses aux questions que cette crise a fait éclore et naître dans leur esprit ne cesse d'augmenter. C'est la bonne nouvelle. Douter, réfléchir par soi-même, se faire sa propre opinion, c'est selon moi le tiercé gagnant de l'époque que nous traversons. Alors le vlog de Mathelweb, c'est quoi? Je le définirais comme un vlog engagé qui assure une veille sur Internet et qui vous en rapporte les faits notables. Pourquoi engagé? Tout simplement parce que je milite depuis maintenant plus de 3 ans pour que les responsables de ce que je qualifie dans le meilleur des cas d'une escroquerie et dans le pire d'un crime contre l'humanité, que les responsables donc soient jugés. Je veux parler de la crise du Covid, mais surtout de l'injection génique expérimentale qui en a découlé. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour pouvoir affirmer que cette injection tue et va continuer à tuer un grand nombre de personnes. Depuis 2021, la courbe de la mortalité dans tous les pays occidentaux ne cesse d'augmenter. C'est une réalité factuelle qui ne peut être niée. Ne pas envisager qu'il y a un lien de causalité entre l'injection et la hausse de la mortalité, c'est être prisonnier d'un narratif totalement déconnecté de la réalité. Il y a forcément des responsables derrière tout cela. Il faut que la justice se saisisse de ce dossier et qu'elle fasse son travail. L'enjeu est de taille,
car cela va déterminer si nous sommes encore en démocratie ou si nous sommes rentrés dans autre chose qui restera déterminée. Maintenant, quittons la période du Covid et regardons plus généralement l'enchaînement des événements depuis le printemps 2020. La première chose qui devrait vous sauter aux yeux est une manipulation à outrance par les médias mainstream de la peur. Si vous regardez la télé, lisez les journaux ou écoutez la radio, cela n'a pas pu ne pas vous traverser l'esprit. Il y a une volonté flagrante de nous maintenir en permanence dans un état de sidération et surtout de peur. Les événements s'enchaînent sans aucun moment de répit pour nos esprits. Comme s'il y avait une volonté que nous ne réfléchissions pas, que nous ne réfléchissions plus. Eh bien, c'est dans ce cadre que s'inscrit le vlog de Mathelweb. Depuis 2017, à peu près, en France, nous assistons au suicide de la profession de journaliste, qui font aujourd'hui simplement de la propagande. Et comme la nature a horreur du vide, depuis quelques années, un nouveau courant a émergé de journalistes citoyens. Le vlog de Mathelweb s'inscrit dans ce mouvement. Une dernière précision. Mathelweb, comme moi-même, sommes apolitiques. Je suis totalement libre de ma parole et je vous le prouve d'une certaine manière. Vous prenez comme vous voulez. Mais voilà, ceci est ma carte d'électeur. Eh bien, personnellement, je considère que je ne peux pas prendre la parole en public et aller voter parce que tout simplement, ma parole n'est pas à vendre. Je veux qu'elle reste libre et donc, j'ai pris la décision de ne plus voter. Bonjour et bienvenue dans le vlog de maths numéro 7. Nous sommes le samedi 25 novembre 2023. Bon, on ne va pas se le cacher plus longtemps, nous vivons une époque de grand n'importe quoi. Mais évidemment, quand on a dit ça, on n'a rien dit. En 2020, quelque chose a explosé dans nos sociétés. Nous avons été d'abord sidérés. Certains parmi nous ont essayé de sortir de cette sidération pour essayer de comprendre ce qui se passait. D'autres, et c'est sans jugement de valeur de ma part, ont attendu patiemment une réponse officielle des autorités compétentes pour adopter une position. Aujourd'hui, avec 4 ans de recul, nous devrions pouvoir faire un point impartial, objectif et factuel sur cette crise et sa gestion par les autorités compétentes. Pourtant, c'est tout le contraire qui se produit. C'est comme s'il y avait une volonté puissante qui impose le silence sur cette période. Situation de crise, choix de crise, circuler, il n'y a rien à voir. Mais cette mortalité en hausse, changement climatique, l'explosion des cancers, des AVC et de toutes les maladies chez les gens, changement climatique. Donc, une prochaine pandémie bactérienne demain, et un nouvel antibiotique révolutionnaire génique et expérimental qui foutrait en l'air le biotope de notre estomac, ce serait forcément dû au changement climatique. L'autre jour, une amie me faisait remarquer que cet acharnement sur cette période du Covid avait quelque chose de pathologique. Je veux bien le croire. Mais il faut prendre conscience d'une chose. Cette crise du Covid est possiblement un acte terroriste mondial. Beaucoup d'éléments factuels viennent aujourd'hui étayer cette hypothèse. Et donc, il est de la plus haute importance de vérifier cette hypothèse et, le cas échéant, de démasquer les commanditaires. Mais vous allez me dire, et si malgré tout nous jetions le drap de l'oubli sur cette période, que se passerait-il ? Vous vous en doutez bien, je n'en ai aucune idée. Par logique, si l'hypothèse de l'attentat terroriste est la bonne, alors en oubliant, vous remettez le pouvoir à des terroristes. Ça, c'est la logique. Le vlog de Mathelweb, c'est des capsules vidéo comme celle-ci, une fois par semaine, en général le samedi. Je vous y partage mes trouvailles sur Internet, mais aussi mon point de vue sur telle ou telle actualité. Depuis cette forêt imaginaire, je porte un regard sur ce monde, sur notre monde, qui est en pleine transformation actuellement.
Alors, les infos et rumeurs du web justement, depuis 2020, nous sommes habitués à vivre un storytelling permanent, nous obligeant à voir notre vie conditionnée par la peur, avec une forte implication des médias officiels. Niveau pluralité, il y a mieux. Je vous la fais courte. Donc virus, guerre en Ukraine, migrants, punaises de lit, terrorisme, réchauffement climatique, guerre entre Israël et Palestine, et la suite. Eh bien, il y aurait peut-être deux possibilités pour cette suite. Deux ressorts dramatiques qui joueraient comme les autres sur la peur. Le premier scénario serait un retour cet hiver d'une pandémie, mais bactérienne cette fois. Encore une fois, tous les regards se tournent vers la Chine, ce qui m'amène au deuxième scénario. Personne ne regarde du côté des marchés. Mais c'est de là que pourrait venir le problème. Sur les vlogs et blogs d'économistes actuellement, une image est fréquemment utilisée pour décrire la situation actuelle. Depuis l'été 2023, c'est comme si la mer s'était retirée. Les plus sagaces parmi vous l'auront compris, quand la mer se retire, cela n'augure rien de bon. Une étude scientifique de l'université de Cambridge qui révèle que les injections géniques expérimentales avec de l'ARN messager rencontrent un petit problème de traduction par notre corps. Plus d'un quart des personnes vaccinées, donc une personne sur 4, avec des injections à ARN messager ont produit des protéines inutiles en raison d'erreurs de lecture du vaccin. Je vous explique. Le vaccin ARN messager utilise un processus similaire au codage informatique pour créer une réponse immunitaire. Cependant, des erreurs dans ce processus, appelé décalage de cadre, peuvent entraîner la production de séquences protéiques non-sens et imprévisibles. En d'autres termes, au lieu de produire du spike contre le virus, votre corps se met à produire en grande quantité des séquences protéiques non-sens et imprévisibles. Et évidemment, les scientifiques n'ont aucune idée des conséquences à long terme pour les personnes chez qui ce bug interviendra. Mais nous ne le rappellerons jamais assez, vous devez comprendre que c'est la contrepartie de participer à une injection génique expérimentale. Tout réside dans le dernier mot. C'est une expérience avec tous les aléas de l'expérimentation. Si vous avez des problèmes de santé et que vous suspectez l'injection d'en être à l'origine, je ne peux que vous inviter à faire remonter l'information auprès des services compétents. Nous sommes d'accord que cela ne vous aidera peut-être pas à aller mieux, mais au moins votre sacrifice n'aura pas été vain et vous permettrez à la science de progresser. Alors, je voulais finir cette capsule vidéo sur une note optimiste. Ce ne sera pas possible encore une fois. L'actualité du monde continue de s'enfoncer dans une nuit qui paraît sans fin. À ce titre, je suis actuellement horrifié par les images que je vois passer sur le réseau X relatifs au génocide actuellement en cours à Gaza et perpétré par l'armée israélienne. C'est un génocide et il n'existe pas d'autre mot pour qualifier ce qu'il se passe là-bas. Voir ces images d'enfants morts ramassés comme des sacs poubelles dans les décombres de leur immeuble est absolument insoutenable. Notre monde est devenu fou et inhumain. Ah ben non, j'ai besoin de rien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le fond de mon sentiment, c'est que franchement, mais alors franchement, on nous prend pour des cons. Moi, mon problème, en tant que futur et lointain consommateur de ce commerce, c'est d'avoir le choix. Alors, je demande donc qu'il soit mis fin à ce scandale et qu'enfin je vois fleurir sur les boulevards de ma belle ville autant de chrysanthèmes et de flasques et de plaques funéraires que je vois fleurir de vendeurs de lunettes. Je veux pouvoir suivre la mode du cercueil en temps réel, surveiller l'évolution des prix, profiter des soldes et des promotions. Pouvoir dire, comme les Indiens d'Amérique, que j'aime beaucoup, aujourd'hui, c'est un beau jour pour mourir en profitant des 50% de soldes si vous mourrez dans la journée.
Je veux pouvoir choisir mon dernier costard, comme une jeune mariée le fait pour sa robe. Hein? Parce que ma future, je risque pas de lui être infidèle. Alors autant me présenter sous mon meilleur aspect. Je veux pouvoir éventuellement bénéficier d'un cercueil de plus pour 1 euro supplémentaire. Hein? On sait jamais. Si une fois là-haut, je recevais une invitation pour une soirée habillée, hein? Et pour tout dire, je veux surtout que mes héritiers payent moins cher. Ah ça, ils pourront pas dire que j'ai pas pensé à eux. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'avenir appartient aux ordures. À la veille de Noël, j'avais envie de vous donner mon sentiment. J'ai beau être débaptisé, à ma demande, je précise, quand j'avais 18 ans. Je peux ne pas adhérer à aucune religion et pratiquer pourtant malgré tout une certaine spiritualité. En d'autres termes, je peux ne pas faire partie de la grande famille des chrétiens et malgré tout trouver de l'espoir dans cette période. Certains fêtent Noël, d'autres Sol Invictus. Peu importe le nom, seule la signification doit nous intéresser. Les hommes depuis la nuit des temps se sont rassemblés dans cette période au cœur de l'hiver pour fêter l'espoir retrouvé. À partir de maintenant, la nuit va arrêter de croître et le jour augmenter. C'est la promesse de la lumière qui revient. C'est l'espoir pour tout le vivant d'un nouveau cycle autour de notre astre. C'est la promesse d'un nouveau printemps. Cette période de Noël est aussi un moment où nous pouvons regarder un instant le chemin parcouru. C'est aussi le moment pour penser à ceux qui ne sont plus là. Je retiendrai de 2023, je vous donne un vrac là, la révolution que représente l'arrivée de l'intelligence artificielle pour le grand public. En 2024, nous allons vraiment commencer à entrevoir les possibilités qui semblent sans limite de l'IA. Je retiendrai aussi de 2023 une société qui depuis 4 ans maintenant n'arrête pas de se fragmenter. Une société folle qui court comme un canard sans tête. Un monde d'élite cocaïnée et inculte de l'autre. Trop occupés qu'ils sont de leur ego. Je retiendrai de 2023 les morts qui augmentent partout sur la planète dans le déni et l'indifférence générale. Mais je retiendrai aussi de 2023 une prise de conscience qui grandit dans la population. Les peuples sont plus sages que leurs dirigeants. Bonne année. C'est ce que nous allons nous souhaiter d'ici quelques heures. Pourtant, si nous regardons avec objectivité les années précédentes, reconnaissons que nous souhaiter bonne chance serait plus approprié. Ce souhait d'une bonne année, c'est quand même osé, vous ne trouvez pas ? Déjà, se souhaiter une année moins pire que la précédente me paraîtrait être un compromis acceptable. Mais déjà utopique au regard de l'état dans lequel nous laissons le monde en 2023. Si vous voulez de l'espoir, il faut prendre du recul et consulter les livres d'histoire. Ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu dans le passé. J'aime cette citation d'Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Les monstres, ils sont là, oh oui. Mais ce sont des monstres grotesques. Je citerai la formule de Marx, selon laquelle l'histoire se répète toujours 2 fois. La première comme tragédie, la deuxième comme farce. Et c'est bien une farce grotesque et absurde à laquelle nous assistons. Nous sommes le public effaré et en colère devant la représentation de cette farce. Il nous suffirait pourtant de monter sur scène et d'arrêter la représentation qui nous est donnée à voir pour que tout s'arrête. Mais nous ne le ferons pas. Et cela pour 2 raisons. La première tient à notre incertitude, pour nous occidentaux, à croire qu'une autre réalité est possible en dehors de ce théâtre et de cette représentation. Arrêtez une représentation théâtrale sans rien proposer derrière et vous obtenez le chaos. La seconde raison est, je crois, due à notre certitude de ne faire que partie du public. Pourtant, si nous n'étions pas éblouis par les projecteurs, nous constaterions qu'il n'y a pas de public dans ce théâtre. Tous les sièges sont vides. Nous sommes tous sur scène. Nous sommes tous des acteurs de cette mauvaise farce qui nous est proposée.
Pire même, il n'y a pas d'auteur à cette pièce. Nous sommes les auteurs et les acteurs de cette pièce sans public. Google envisage de se séparer d'environ 6% de ses effectifs en 2024, soit 30 000 personnes à peu près, principalement dans les départements publicitaires de l'entreprise. Motif, ces emplois seront remplacés par l'intelligence artificielle. Déjà en 2023, le remplacement des journalistes par l'IA dans les rédactions de presse a largement commencé. Dans mon domaine, celui de l'image, je constate chaque jour un peu plus que l'IA va remplacer l'humain. Et nous ne sommes absolument pas prêts à ce qui nous arrive. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les machines sont incapables d'émotion. C'est vrai. Par contre, elles peuvent parfaitement simuler l'émotion. Et pour les humains que nous sommes devenus, cela fonctionne très bien. Je me bornerai à vous rappeler que l'humanité a placé les vidéos de chats et de chiens sur Internet au top des vidéos les plus regardées. Sur les réseaux sociaux, vous recevrez toujours plus de likes en partageant une vidéo d'un chat jouant avec un chien qu'en partageant votre émotion devant le massacre de milliers d'enfants. En fait, le problème n'est pas tant que la machine devienne humaine, le problème est que l'humanité devienne inhumaine, devienne une machine. Et de l'inhumanité, il va nous en falloir dans l'avenir face à toutes ces personnes qui auront perdu leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. La solution pourrait nous venir du Canada, où il est possible là-bas pour un pauvre en bonne santé de se faire euthanasier s'il considère sa situation comme trop difficile à vivre. Permettre aux pauvres de se supprimer est la solution que propose déjà notre société. En tout cas, à la question « La machine pourra-t-elle provoquer des émotions chez l'humain ?», la réponse est à 200% oui. Et c'est déjà le cas. Je viens de vous brosser un portrait pas très optimiste de l'avenir avec l'intelligence artificielle. Et pour tout vous dire, cela ne reflète pas mon opinion personnelle sur l'IA. Pour matelweb.com, j'utilise énormément cet outil. Cela permet de faire baisser considérablement le coût d'une production, de la création d'un site internet, d'un logo. À titre personnel, je fais beaucoup de parallèles entre l'invention du cinématographe et l'arrivée de l'IA. En ce sens que ce nouvel outil va générer de multiples expériences et découvertes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Et comme en son temps, avec le cinématographe, c'est le temps des pionniers qui commence. Il faut explorer ce nouvel espace qui s'offre à l'homme. Et c'est formidablement excitant. Je cherchais une réponse à une question cette semaine. Quel pourcentage de la population croit à la réincarnation ? Quand je suis tombé sur ça. Selon une enquête mondiale menée en 2016 par le Global Research Society et l'Ipsos, environ 51% des personnes dans le monde croient à la réincarnation. Cette enquête a impliqué plus de 18 000 personnes dans 23 pays différents. Donc 51% de la population mondiale se satisfait de l'hypothèse de la réincarnation. Et 49% ne croient en rien au-delà de la mort. Dans le détail, l'enquête divise ces 49% en deux groupes. 23% des personnes croient que nous cesserons simplement d'exister après la mort, tandis que 26% ont déclaré ne pas savoir ce qui se passe après la mort. Donc, les matérialistes purs et durs représentent 23% de la population mondiale. Alors évidemment, je le rappelle, c'est une enquête mondiale sur plus de 18 000 personnes dans 23 pays différents. Évidemment, les pourcentages diffèrent en fonction des pays. Le pourcentage des personnes qui ne croient en rien après la mort est majoritaire dans la plupart des pays occidentaux et inversement, il est minoritaire dans des pays comme l'Inde. Malgré tout, le rapport de force est posé avec ces chiffres sur deux visions du monde, deux visions de l'existence diamétralement opposées. Croire à la réincarnation, c'est accepter que ce monde est gouverné par des forces qui nous dépassent et qui nous transcendent en même temps. Pour quelqu'un qui croit à la réalité de l'âme, et donc dans sa possible transmigration d'un corps vers un autre, par différentes incarnations, toute action de la vie quotidienne est une manipulation de ces forces opposées que nous appelons le bien et le mal.
Pour 51% de la population mondiale, la réalité du bien et du mal n'est pas approuvée. Volontairement, mettons de côté les 26% d'indécis pour nous concentrer sur les 23% de personnes qui croient que nous cesserons simplement d'exister après la mort. Pour ces personnes, aucune transcendance n'est envisageable, puisqu'une vie est définitivement bornée par une date de naissance et une date de mort. Les personnes qui sont dans cette disposition d'esprit, sinon que très peu de maîtrise du facteur temporel, vont inévitablement concentrer leurs efforts sur l'obtention d'un plaisir immédiat et temporel. Le problème avec cette vision du monde, c'est que l'individu matérialiste, pur et dur, en arrive à la conclusion que pour lui, la fin de sa vie, c'est aussi la fin du monde. C'est l'expression « après moi le déluge ». Cela conduit l'esprit dans un nihilisme redoutable. Il ne nous reste plus qu'à espérer que dans ces 23% de personnes qui ne croient à rien, il n'y ait pas de dirigeants ou de très puissants hommes d'affaires qui aient entre les mains la destinée de l'humanité. Ces individus ne deviennent vraiment dangereux pour les autres que quand ils sentent approcher l'heure de leur trépas. Vous l'entendez monter cette petite musique de la guerre. Il faut se réarmer, a dit le président. Même l'amour doit se réarmer. Chute de la natalité fait force de loi, mesdames, vous enfanterez. Puis dans ce même élan, juste après avoir assuré sa descendance, le Français, fier de son devoir accompli, pourra partir sur ce futur front de la guerre contre l'ignoble Poutine. Oui, car c'est sa vision, son projet. Oui, bien sûr, monsieur le président. Nous allons vaincre la Russie. Oui. Bon, alors soyons clairs. Il n'y a pas 36 moyens. Si nous voulons avoir la même interprétation du monde que ce gouvernement, il faut mettre 68 millions de Français sous coke. Alors seulement, nous verrons le monde comme eux. Mais le problème, c'est que nous sommes encore nombreux dans ce pays à ne pas souhaiter nous enfariner le nez pour nous sentir invincibles et parvenir à gober nos propres mensonges. Non. L'histoire que nous racontent les médias ne tient pas la route. Tiens, faisons un jeu de l'esprit. Transposons notre monde dans l'univers d'une série qui aurait démarré sa première saison au printemps 2020. Première saison, pandémie mortelle, c'est le titre. Ok, ça a de la gueule, ça s'annonce bien. Il y a des moyens, le truc est mondial et toi t'es sur le cul. Saison 2, le vaccin, pas mal aussi. Tu avais tout ce déchirement interne, je me vaccine pas, je sauve une vie ou j'assume d'être un assassin. La discrimination, le pass, la ségrégation, les familles qui se déchirent. Une saison 2 plus psychologique mais assez bonne dans l'ensemble. Mais bon, je ne parle que pour moi. C'est vraiment à la saison 2 que j'ai compris que les méchants c'était les gentils et les gentils des méchants finalement. Mais bon, je ne veux spoiler personne. Saison 3, l'Ukraine. Alors pour moi, c'est à partir de là que la série part en vrille. C'est vrai, jusque-là, tu avais affaire à un remake de La Casa del Papel, mais avec beaucoup plus de moyens, un hold-up mondial sur la base d'un virus, fallait oser pour prendre ça comme point de départ d'un scénario. Saison 2, ok, mais moi je m'attendais à une saison 3 style conclusion. On arrête les coupables, les méchants s'excusent d'avoir été méchants, et les gentils qu'on a accusés d'être les méchants sont réhabilités. Enfin, moi je trouve qu'ils auraient dû arrêter la série là. Mais non. Les producteurs veulent allonger la série comme on allonge un chewing-gum. Donc saison 3, l'Ukraine. Et le hold-up continue. Moi là j'ai décroché. Je suis allé planter des choux pendant un petit moment. Je suis revenu pour la fin de la saison 4. Là c'est du délire complet. On massacre des enfants à tour de bras, tous les verrous moraux sautent. 500 000 ou 600 000 Ukrainiens sont partis à la boucherie pour rien, absolument pour rien. Tous les ressorts de la série reposent sur la peur, tu retires la peur et il ne reste qu'un braquage mondial et une humanité qui se massacre pour des idées qui seront obsolètes l'année prochaine. Ah oui, si tu enlèves la peur, il restera peut-être autre chose. La cicatrice pour l'humanité d'une terrible erreur scientifique. Voilà.
Avec Mathelweb, je vous fais un petit retour de ma veille internet et avec ce texte, je voulais vous faire entendre le bruissement, le bruit de fond qui actuellement se répand sur internet comme une traînée de poudre. Mon pronostic qui n'est pas une prédiction, mais juste du bon sens, est que si la traînée de poudre conduit à un baril de poudre, alors ça va péter. Maintenant, je vous fais une prédiction. Ça va péter au mois de mars 2024. Pourquoi ? Mais parce que Mars est le dieu de la guerre. Nous allons aborder un sujet aussi imposant qu'invisible, l'éléphant dans la pièce. Une expression anglaise, elephant in the room, qui décrit un problème majeur, souvent un tabou, dont tout le monde est conscient mais que personne n'ose discuter. Cette expression remonte à une fable de 1814, où un homme visite un musée et remarque tout, sauf l'éléphant présent. Mais c'est dans le New York Times de 1959 que l'expression prend son sens moderne, comparant le financement des écoles à un éléphant dans le salon, trop gros pour être ignoré. Cette expression s'est répandue, utilisée pour souligner des sujets délicats ou controversés que la société choisit de passer sous silence. Qu'il s'agisse de questions de race, de religion, de politique ou encore de maladies mentales. Elle met en lumière notre réticence collective à affronter ces sujets, favorisant le déni ou le silence au risque de l'embarras ou du conflit. Mais pourquoi cet éléphant reste-t-il si souvent invisible ? La réponse tient peut-être dans notre inconfort face à l'inconfort, notre peur de perturber l'harmonie apparente. Cependant, ignorer l'éléphant dans la pièce ne le fait pas disparaître. Cela peut même aggraver le problème, le laissant grandir jusqu'à ce qu'il soit trop vaste pour être contourné. Depuis le printemps 2020, de nombreuses voix se sont élevées dans ce pays, comme dans le monde, pour dire qu'il y a un éléphant dans la pièce. Très rapidement, un système répressif s'est mis en place pour interdire de dire qu'il y a un éléphant dans la pièce. Pourtant, les années passant, de plus en plus de personnes prennent conscience qu'il y a un éléphant dans la pièce. Un éléphant qui devient de plus en plus énorme. Oui, il y a un éléphant dans la pièce. Mais j'y reviendrai. Je vous donne des nouvelles de l'intelligence artificielle. Le Fonds monétaire international FMI souligne que presque 40% de l'emploi mondial est exposé à l'IA, avec un impact plus marqué dans les économies avancées, les nôtres, où environ 60% des emplois pourraient être touchés. Oui, vous avez bien entendu, 6 emplois sur 10. Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'en général, dans l'histoire de l'humanité, quand nos élites sont confrontées à ce genre de situation sociale et économique, c'est systématique. Nos élites déclarent ou font déclarer à l'autre une guerre. Voilà. Méfiance. Autre info, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, a récemment mis en garde contre l'augmentation significative de la demande énergétique due à l'IA, prévoyant que la consommation électrique des centres de données de l'IA et des crypto-monnaies pourrait doubler d'ici 2026, multipliée par 2 en 2026. Si nous appliquons les lois de Moore, qui, je le rappelle, prédit que la puissance de calcul des puces électroniques double environ tous les 2 ans, il faut donc s'attendre à une multiplication par 4 de la consommation électrique des centres de données de l'IA et des crypto-monnaies d'ici 2028 et multiplié par 8 en 2030. C'est audacieux. Oui, l'éléphant. Cet éléphant représente tous les non-dits accumulés depuis printemps 2020. Tout ce qu'il est devenu interdit de discuter aujourd'hui. C'est nos anciens qu'on a laissés crever seuls comme des chiens dans les EHPAD. C'est aussi ceux que l'on a assassinés au Rivotril. C'est tous ces gens que l'on n'a pas soignés alors que nous avions déjà les médicaments. C'est ce sentiment d'avoir été violés, moralement et pour certains physiquement, dans l'intégrité de leur corps. C'est l'absurdité
et la cruauté des choix occidentaux envers l'Ukraine. C'est l'interdiction de dénoncer le crime contre l'humanité que représente Gaza. Si je comprends que certains refuseront jusqu'à leur dernier souffle de reconnaître la présence de l'éléphant, je voudrais m'adresser à tous ceux qui pressentent, ressentent ou même voient la présence de cet éléphant. Oui, vous avez raison, il y a effectivement un énorme éléphant dans la pièce et l'obligation qui nous est faite de vivre ensemble va nous contraindre à le voir tous. Message pour les agriculteurs en colère. N'attendez rien de ce gouvernement. Il ne peut que vous donner de la monnaie de singe. Pourquoi ? Mais enfin parce que la France est ruinée. La banque vient de subir un hold-up, messieurs, dames. Elle est dans l'impossibilité d'assurer la continuité de ses services. Je vais vous raconter une histoire. Certains la trouveront intéressante, d'autres la trouveront absurde, mais ce n'est qu'une simple histoire. Je vais commencer mon histoire en 1945. Dans la réalité, elle commence beaucoup plus tôt, mais pour des raisons de temps, je vais la faire commencer en 1945. Les Américains sont à Berlin et une opération secrète est en cours. C'est l'opération Paperclip. L'objectif est d'exfiltrer vers les États-Unis des scientifiques allemands, dont certains étaient des nazis, pour travailler pour les USA. Une fois en Amérique, ces scientifiques ont obtenu pour certains de faux papiers et ont pu continuer leurs recherches pour l'armée américaine sans jamais être inquiétés des conséquences de l'après-guerre. Leur participation au programme Apollo est indéniable. Mais peut-être que les Américains n'ont pas exfiltré que des scientifiques. C'est ainsi que nous retrouvons, dans les années d'après-guerre, d'anciens officiers nazis dans la création d'organismes que nous connaissons bien aujourd'hui, comme l'OMS et l'ONU. Mais oublions cela. Ce sont les années d'après-guerre et la France vit ses 30 glorieuses. Le temps passe et nous sommes maintenant en 1972, au mois d'octobre précisément. Un groupe de scientifiques rend son rapport sur l'état du monde et ses perspectives à venir. C'est le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Ce rapport peut se résumer en une phrase. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Cette vérité énoncée, anodine en apparence, fit l'effet d'une bombe intellectuelle au niveau mondial. Elle est à l'origine, même s'il y avait eu des précédents, de toute l'idéologie écologique et de l'esprit de la décroissance qui va se répandre dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Une autre phrase célèbre répondit à la première et dit « Pour croire en une croissance infinie dans un monde fini, il faut être soit fou, soit un économiste. » Et ce sont bien les économistes qui, dans les années qui vont suivre, vont monter au créneau pour démonter cette vérité absolue que je ne peux m'empêcher de vous répéter tant je la trouve lumineuse. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Le rapport Meadows annonce aux capitalistes du monde entier leur fin prochaine. Plus exactement, le rapport prévoit un effondrement total de nos sociétés pour les années 2040-2050. Ce que je vais appeler les grands capitalistes du monde ont compris, même s'ils le dénigrent officiellement, que le rapport Meadows dit la vérité. Une vérité qui va se confirmer dans les années 80 et 2000. Ils doivent réagir. À ce point de mon histoire, une rencontre va être capitale pour la suite. C'est la rencontre entre un économiste, fils d'un industriel nazi, spécialisé dans les lance-flammes, et un informaticien très très riche. L'un dit à l'autre, il faut sauver notre caste. Et le second de répondre, j'ai un plan. Ce plan est très simple et pourrait se résumer ainsi. Prise de contrôle par la caste des démocraties, largement corrompues, réduction de la population mondiale par des pandémies et des guerres, et finalement, réinstallation par la caste d'un nouvel ordre mondial. La suite, vous la connaissez. Installation par la caste des young leaders aux manettes du monde, et ce fameux printemps 2000 où notre président, par 3 fois, nous a dit que nous étions en guerre. Mais nous sommes en guerre contre qui réellement ? La suite de cette histoire n'est pas écrite. C'est nous qui allons l'écrire maintenant.
La suite de cette histoire nous renvoie à une question fondamentale sur nous-mêmes. Qui aurais-je été dans l'Allemagne nazie de 1940 ? Quelqu'un aurais-je choisi ? Nous sommes du mauvais côté de la barrière et nous allons le payer cher. C'est en substance la réflexion que je me suis faite en écoutant l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Vous avez certainement vu passer beaucoup de commentaires et je ne rajouterai pas le mien. Je me contenterai d'un simple message à l'adresse d'une profession qui s'est suicidée. Vous, les salopards de propagandistes, journalistes, terroristes occidentaux qui participaient à ce crime contre l'humanité depuis maintenant plus de 4 ans. Ne connaissez-vous pas l'histoire ? Ne savez-vous pas qu'un jour viendra, et je le crois proche, où ce pays que vous aurez jeté volontairement dans le plus opaque des brouillards par vos articles et vos journaux télévisés, appelant en permanence à la peur de l'autre et maintenant à la haine de l'autre, ne savez-vous pas que malheureusement, à ce jeu de la guerre, il est un temps qui lui succède, celui de l'épuration. Que je sois pour ou contre n'y changera rien. C'est ainsi que les peuples, au cours de l'histoire, ont pu refaire nation. Vous, les journalistes, vous avez trahi un peuple de presque 68 millions de personnes et cela fait beaucoup de monde en colère. La catharsis sera expiatoire. La catharsis au sens grec ancien du mot. La purification, la séparation du bon grain de l'ivraie. Sans transition, j'avais envie de vous parler de ces casques de réalité virtuelle que nous commençons à voir fleurir sous forme de vidéos sur notre fil d'actualité, avant d'ici quelques mois de les voir dans nos rues. Pour le moment, leur prix est assez élevé, 3 000 € je crois, mais rapidement, leur prix devrait baisser. Je vais être franc avec vous. De mon point de vue, cet objet est une catastrophe pour l'humanité. Dans le monde de propagande permanente dans lequel nous vivons, le symbolisme de ce casque que nous placerions entre la réalité et nous est purement effrayant. Si progrès il y a, c'est certainement pour de futurs dictateurs. Mais j'arrêterai là cette critique non objective d'une âme coincée entre 2 siècles. Je citerai juste le philosophe Thoreau. « Je suis riche de tout ce dont je peux me passer ». J'aimerais maintenant finir sur une note positive. Nous vivons actuellement l'effondrement de l'Empire américain. Tous les signes d'un krach boursier de grande ampleur sont là. Rués sur les valeurs sûres, comme l'or pour les particuliers, et les plus riches revendent actuellement leurs actions en vue d'avoir de la liquidité pour acheter le moment venu au plus bas. Une réorganisation totale du monde est actuellement en cours. Et comme je l'ai dit au début, nous sommes, par la faute de nos dirigeants corrompus, du mauvais côté de la barrière. L'avenir appartient aux BRICS, maintenant. Face à cet effondrement, donc, nous ne savons plus qui croire, qui suivre. Pourtant, au fond de nous, au plus profond de nous, vous le savez. Vous savez que quelqu'un qui prône la guerre est une mauvaise personne. Vous savez qu'une société qui s'éloigne des valeurs de la famille est une mauvaise société. Vous savez, au fond de vous, qu'un président qui dit qu'il veut emmerder une partie de sa population est un mauvais président. Nous avons 1000 raisons de nous entretuer. C'est ce que nos élites attendent de nous. Surprenons-les et unissons-nous contre eux, et alors seulement nous pourrons passer du bon côté de la barrière. Nous sommes entrés depuis 4 ans maintenant dans une révolution à l'envers. Elle est à l'envers car si en 1789 c'est le peuple qui fut à l'origine de la Révolution française, un peuple contre les élites de l'époque, eh bien aujourd'hui c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est une attaque des élites contre les peuples qui, de facto, perdent leur souveraineté. La prochaine élection européenne n'y changera rien. Pour une raison simple, tous nos politiques sont corrompus et ne travaillent aujourd'hui que pour leur gueule. L'Union européenne est un gros gâteau et ils veulent avoir leur part. Vous en doutez encore ?
Dans la foulée de l'élection européenne sera voté par l'Europe un passage de souveraineté des États vers l'Union européenne. En clair, cela signifie dans la pratique que si demain il devait y avoir un soulèvement, une révolte paysanne par exemple, en France, eh bien l'Union européenne pourrait en toute souveraineté envoyer des militaires allemands ou polonais en France pour mater la rébellion. Je prends un exemple extrême volontairement, mais cela vient de se produire récemment dans l'État du Texas. En tout cas, cela sera possible pour l'Europe d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle au passage qu'actuellement, l'Europe et sa présidente nous entraînent gentiment, mais certainement, vers une troisième guerre mondiale. Et cela dans le silence le plus assourdissant des peuples. Mais en dehors de la guerre, vers quoi va nous mener cette révolution des élites ? Sur ce point, je n'apprendrai rien à personne. Monnaie numérique, surveillance numérique, crédit social, neutralisation de toute opposition, j'en passe, la liste des promesses de ce futur est assez longue et toute résumée dans le livre de Klaus Schwab, The Great Reset. Mais surtout, le monde de demain, de ce soir, de tout à l'heure, sera gouverné par le dieu IA. Et là, brusquement, j'ai un doute. Je m'explique. La première conséquence de l'introduction de l'IA dans nos sociétés, ce sera l'augmentation du taux de chômage chez les cadres et cadres supérieurs. Et le résultat visible sera une augmentation de la pauvreté. Un autre résultat visible sera un écart encore plus grand entre les plus riches et les plus pauvres. Ce constat posé, croire que les plus riches vont créer un revenu universel pour tout le monde relève de la croyance au Père Noël. Une des premières choses qui vous saute aux yeux quand vous vous intéressez à l'IA, c'est le besoin considérable d'énergie qu'il faut pour faire fonctionner ce truc. Traduction. L'avenir d'un monde avec l'intelligence artificielle est incompatible avec une population de 8 milliards d'habitants, et encore moins avec 10 milliards. Avec cynisme, je dirais qu'effectivement, une troisième guerre mondiale permettrait de baisser la pression démographique. Mais j'ai assez joué mon oiseau de mauvais augure. J'ai pris l'habitude de finir mes vidéos par une note d'espoir. Où est l'espoir ici ? La crise des Gilets jaunes a été un déclencheur pour les élites occidentales. Certains attendent une révolution, mais cette révolution a déjà commencé et elle se fait sans les peuples cette fois. Depuis 4 ans maintenant, nous vivons au rythme de cette révolution à un tempo que nous ne maîtrisons pas. Le meilleur reste à venir, n'en doutez pas. Visiblement, l'élite révolutionnaire agit comme tous les révolutionnaires. Son but est de tout détruire pour tout reconstruire et acquérir ou garder le pouvoir. Le peuple manifeste, mais chacun pour sa paroisse. Pourtant, en prenant un peu de recul, il serait facile de prendre conscience que ce n'est pas seulement l'hôpital ou l'école qui s'effondre, mais c'est tout le bâtiment France qui s'effondre. Pire, que l'on laisse s'effondrer. De mon point de vue, nous avons aujourd'hui à la tête de la France la pire bande de fripouilles que ce pays connaisse. Ce sont des révolutionnaires sans foi ni loi. Ils n'obéissent qu'à l'argent. À ce titre, ces révolutionnaires ne sont peut-être que des mercenaires à la solde d'une puissance étrangère. La question se pose au vu des choix absurdes qu'ils font. Et c'est justement là que se niche l'espoir. C'est possible de commencer une révolution, une guerre, mais rapidement, vous prenez le risque de ne plus rien maîtriser. Surtout si vous êtes accro à la cocaïne. Les mois à venir sont la dernière fenêtre de tir pour que le peuple s'invite à cette révolution en cours actuellement. Après cela, il ne pourra que subir. Et je le rappelle, le monde promis par l'IA n'est pas pour 8 milliards d'habitants. Sur le plan énergétique, ça ne marche pas. Je rajouterai pour finir que cette troisième guerre mondiale est aussi là, pour masquer un terrible crime contre l'humanité et une catastrophe sanitaire en cours. N'hésitez pas à venir consulter les articles sur matelweb.com et sur X, les articles que je vous partage, sont des vidéos entre autres assez intéressantes, qui vous aident à comprendre le monde et qui sortent un petit peu du discours officiel, qui paraît des fois un petit peu absurde.
Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une petite séquence vidéo. Ça se déroule en Angleterre. C'est un petit peu comme Macron, en fait. Rishi Sunak, là-bas, le Premier ministre, organise des... comment on pourrait appeler ça, des rencontres avec ses concitoyens. Et donc, les concitoyens peuvent poser des questions, il répond. Vraiment, même principe que Macron. Et donc là, un concitoyen lui pose une question par rapport aux effets secondaires de la vaccination. C'est intéressant à voir parce que ça, vous ne le verrez pas en France. On ne l'imagine pas en France, le gouvernement devoir répondre sur une question pareille. Il est interdit en France de se poser la question de ça. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment de vérité, de liberté, de démocratie. C'est pas en France, c'est en Angleterre qu'il faut aller chercher ça. On se retrouve après. But such little time. My name is John Watt, and I'm one of the COVID vaccine injured in this country. I want you to look into my eyes, Rishi Sunak, and I want you to look at the pain, the trauma, and the regret I have in my eyes. We have been left with no help at all. Not only am I in here that's vaccine injured, there's another man over there whose life's been ruined by that COVID-19 vaccine. I know people who have lost legs, amputations. I know people with heart conditions like myself, Rishi Sunak. Why have I had to set up a support group in Scotland to look after the people that have been affected by that COVID-19 vaccine? Why are the people who are in charge, who told us all to do the right thing, have left us all to rot and left me and the thousands and the tens of thousands in this country to rot? Rishi Sunak, look me in the eye. When are you going to start to do the right thing? The vaccine damage payment scheme is not fit for purpose. In Scotland right now, according to the yellow card system, there are over 30,000 people that have had an adverse reaction to that vaccine. And Okay, deaths. John, thank you very much indeed for your question. It's time for you to start doing the right thing, Mr. Rishi Sunak, and the rest. You've made a really strong point, John. Prime Minister. Yeah, John, well, I'm very sorry to hear about your personal circumstances, and you said someone over here also seems to have suffered by a similar thing. Now, obviously, I don't know about the individual situation that you're in. We're silenced Well, on I don't- social media and everything. Okay. We are silenced. We are the most silenced people in this country. Silence in the press because my story in the press Okay. had to go to the government for comment and they made me take all the stuff out. Forgive me both. I know, I'm But happy. we- Damage Rishi Sunak. We No one. Okay. John, no one is saying. No one's Oh, saying you yeah, are. okay. No one's saying I've lost my house, my wife, and- and successful career. And sir, you raised some very valid points, I'm sure. What I've got to say is, though, we haven't got you on microphone, and as you know, we've got to get through this. I'm sure we can raise your points with the Prime Minister at a later date. But in the meantime, Prime Minister, if you Yeah, could no, cover the issue. I'm very happy to. So look, there is a vaccine compensation scheme that's in place, as you alluded to, in the NHS. Obviously, everyone individually will work through their cases. It's difficult for me to comment on anyone's individual case. I'm sure you'll appreciate that. I'm very happy to go and look at the cases, and I'm sure you'll get them to the team here. I mean, I'm very saddened and shocked to hear that you've been silenced by anybody. That is surprising to me, so please do get your details to Stephen and the team, and I will happily take that away. Of course, you should be able to speak about your experience, what's happened to you, and as I said, we have a compensation scheme in place for that, and I'll make sure that we're working through that. Obviously, I think you'll appreciate it's hard for me to comment on your specific circumstances, just not knowing them, and those things are... Forgive me, sir, we haven't got a microphone on this, so our viewers and listeners won't be able to I think hear look, what the you're saying. last thing I'd say is, we went through a pandemic like everyone else. At the points when it came to the vaccine, those decisions were always taken on the basis of medical advice from our medical experts to tell us as politicians, who are obviously not doctors, about how best to roll out the vaccine, what was in the public health interest, the priority order, how that should be done, who should be eligible. That was something that the doctors recommended on, and that's something that we followed. Now, obviously, if there are individual circumstances which haven't worked out, then that's why we have the compensation scheme in place, and I'll make sure that we follow up on your cases. Ben voilà, vous l'avez vu, ça se passe en Angleterre en ce moment, ça a l'air d'être un autre monde, on a l'air de parler de choses qu'on ne parle pas en France, qu'il est interdit encore une fois, je le répète, de parler, de se poser la question. Il y a
Il y a apparemment des effets secondaires, c'est une réalité, je veux dire, il faut l'accepter. Le problème n'est pas de savoir si c'est les antivax qui avaient raison ou pas, ce n'est plus le problème maintenant. C'est le problème réel, c'est que si ce vaccin fait quelque chose dans la population, il faut agir vite maintenant, parce qu'on a un problème sanitaire grave. Et donc il y a des gens qui souffrent actuellement, il y a des gens qui meurent, peut-être potentiellement, visiblement à cause de ça. Donc plus on tardera à prendre conscience du problème, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce, ça ne le fera pas disparaître, le nier ne le fera pas disparaître, et au contraire va l'amplifier. Donc il est urgentissime qu'on puisse aborder les questions autour de la vaccination, de l'injection, de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences, et il y en a, visiblement. Donc, faut pas les nier, faut les accepter. Voilà, c'était mon coup de gueule pour cette fois. Sinon, on passe à autre chose. Internet se rétrécit. Voilà, dit comme ça peut paraître un peu étrange. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? En ce moment, c'est un constat que je fais. Il n'y a pas que moi qui le fais, il y a plein de personnes sur Internet. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Si vous tapez un mot sur Google et que vous faites une recherche, il va vous inscrire en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus, à gauche je crois, le nombre d'occurrences qu'il a trouvé, c'est-à-dire chaque fois où le mot que vous recherchiez était répertorié sur Internet. En général, ça dépasse le million. C'est inscrit tout en haut. Vous descendez la page, vous faites toutes les pages de recherche et rapidement, vous allez arriver. Google ne va plus rien vous proposer au bout d'un certain nombre de propositions. Il vous propose de relancer la recherche et d'inclure ce qu'il a pas mis. Vous relancez, vous passez à nouveau toutes les pages, et rapidement, au bout de 500 occurrences, alors je ne sais pas en page combien ça fait, peut-être 15, 20 pages, vous allez arriver à la fin. Il arrête de vous proposer. C'est-à-dire que il vous dit qu'il a trouvé ce que vous cherchiez sur 1 million de pages, voire plus, hein, des fois c'est 2, 3, 5 millions. Mais il ne vous en propose que 500. Alors, c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui aiment pousser les recherches, mais c'est quand même important d'avoir beaucoup de documents, de sources quand vous cherchez une info. Et l'annonce est en train de se rétrécir. Alors, voilà, j'imagine qu'il se passe des choses sur Internet à l'approche des élections américaines. Je pense que ça va être très important et que là, ils veulent avoir la maîtrise du réseau. Quelqu'un en tout cas a intérêt à avoir la maîtrise du réseau. Ça se passe en ce moment, c'est clair. Moi, je le vois, je le ressens sur mes bécanes. Enfin, voilà, c'est clair qu'en ce moment, il y a une reprise en main de l'Internet et de ce qu'on peut y faire et y dire. À voir comment ça va évoluer. Après, je sais pas, si un jour vous faites une recherche et que vous n'avez qu'une réponse, c'est vrai que c'est plus facile. C'est vrai. Pour ce 21e épisode, après 4 mois et demi de diffusion hebdomadaire, j'avais envie de tirer un premier bilan sur mon vlog. Donc je résume, pour ceux qui prennent ce vlog en cours de route, le vlog de mathelweb.com, de son vrai titre Math into the Forest, c'est une capsule vidéo envoyée une fois par semaine, le samedi, et diffusée sur le réseau social X et sur le site de mathelweb.com, qui est également le nom de mon entreprise. Le site est actuellement encore en construction. J'ai envie de prendre mon temps, et prendre son temps aujourd'hui, c'est un luxe nécessaire. Mais je digresse. Revenons sur le vlog. Il y a de multiples portes d'entrée pour entrer dans ce vlog. Plusieurs pistes de lecture. La première, qui est celle que je privilégie, est de regarder ce vlog comme une fiction. Oui, une fiction. Je vous rappellerai que, comme je l'ai dit dans le premier épisode, ce vlog, Math into the Forest, c'est l'histoire d'un ermite qui vivrait au fin fond d'une forêt imaginaire et qui n'aurait de nouvelles du monde que ce qu'il trouve sur Internet. Qui sait, peut-être a-t-il un abonnement à Starlink.
Un des premiers titres que j'avais imaginé était le collapsologue ou le complotiste, mais finalement c'est devenu Matt into the Forest. Donc soyons clairs, tout ce que j'avance dans ce vlog relève de mon opinion. Et je le mets en scène dans le cadre de ce vlog qui, je le rappelle, est une fiction. Mattelweb.com n'est pas un média d'information. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne cite pas les sources de mes informations. Une façon de voir ce vlog serait de le considérer comme un véritable journal intime et public à la fois, une éphémère trace numérique et magnétique de mon pauvre passage sur Terre. Une autre lecture de ce vlog, qui serait tout aussi vraie, serait de le concevoir comme une capsule vidéo, comme une expérience. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais cette contrainte d'une vidéo par semaine me permet d'expérimenter des choses sur le plan technique ou de la narration. Voilà. Le vlog de Matt into the Forest, c'est un peu tout ça. Maintenant, la question de savoir si ce vlog véhicule un message. Oui. Dans une époque où la manipulation est devenue la règle, doutez de tout et faites-vous votre propre opinion. Vous vous doutez bien que je n'ai aucune idée de savoir si Kennedy a été assassiné par la CIA. Je ne sais pas si l'homme est allé oui ou non sur la Lune. Je n'ai aucune idée si le 11 septembre est une attaque sous faux drapeau ou si la Covid est une attaque terroriste. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parce que vous allez me dire que c'est la vérité que je vais vous croire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, elle est bonne celle-là. On la garde. Allez.